Les humains ont passé pas mal de temps sur la planète, mais notre présence n'a pas toujours eu un effet positif net sur la planète. Vous pourriez être surpris d'apprendre que des scientifiques viennent de découvrir une nouvelle espèce humaine, et ce n'est même pas la meilleure partie de la découverte. Cela remet en question tout ce que nous savons sur notre origine. Qu'est-ce que la nouvelle espèce humaine et pourquoi suscite-t-elle tant d'enthousiasme parmi les scientifiques ? Il est de notoriété publique que l'homme moderne appartient à l'espèce Homo sapiens. Cependant, ce que l'on ne sait pas, c'est comment l'Homo sapiens est apparu. Le long chemin évolutif qui a conduit à l'homme moderne a commencé par un seul pas, ou plus précisément par la capacité de marcher sur deux jambes. Sahelanthropus, l'un de nos plus anciens ancêtres connus, a entamé la longue transition depuis une mobilité semblable à celle d'un singe il y a environ 6 millions d'années. Mais Homo sapiens n'apparaîtra que dans 5 millions d'années. Durant cette période, diverses espèces humaines ont vécu, évolué et ont disparu, se mélangeant et parfois s'accouplant en cours de route. Leurs corps ont évolué au fil du temps, tout comme leur cerveau et leur capacité de réflexion, comme en témoignent leurs outils et technologies. Les scientifiques mettent au jour d'anciens os et outils en pierre, étudient nos gènes et recréent les environnements changeants qui ont contribué à façonner le monde de nos ancêtres et à guider leur évolution. Pour mieux comprendre comment Homo sapiens a évolué à partir de ces anciennes lignées d'hominidés, qui comprennent les humains modernes et nos plus proches parents et ancêtres disparus, ces éléments de preuve indiquent l'origine de l'Homo sapiens en Afrique, mais pas nécessairement à un moment donné ni dans un lieu précis. Au lieu de cela, il semble que des groupes distincts d'ancêtres humains ont évolué physiquement et culturellement dans un isolement relatif jusqu'à ce que les changements climatiques sur le terrain africain les amènent à se mélanger et à commercer occasionnellement, échangeant tout, des gènes aux méthodes d'outils. Les études génétiques chez l'homme moderne nous aident à comprendre nos migrations et notre évolution. Les Néandertaliens, nos plus anciens parents proches, vivaient il y a environ 430 000 ans et partagent un ancêtre commun avec nous. Il existe également des traces d'une autre espèce appelée Denisoviens dans notre ADN, bien que peu de fossiles aient été trouvés. Homo heidelbergensis, qui vivait il y a entre 200 000 et 700 000 ans, pourrait en être un ancêtre commun. Les fossiles présentent un mélange de caractéristiques modernes et primitives, indiquant différents groupes anatomiques à différents endroits et époques de l'histoire. Les fossiles trouvés dans divers endroits d'Afrique montrent des combinaisons de traits modernes et archaïques chez l'homme. Cela suggère que les gens étaient dispersés à travers le continent dès les premiers temps. Certains fossiles sont classés comme Homo sapiens en raison de leur similitude avec les humains modernes, mais il y a des débats quant à savoir s'il s'agit d'une sous-espèce distincte. Classer les fossiles et déterminer quand les humains pleinement modernes sont apparus reste un sujet de débat. Des changements culturels se sont produits en Afrique il y a environ 300 000 ans, avec la transition vers des outils plus avancés. Bien qu'il existe des fossiles similaires à ceux de l'homme moderne, il existe également des cas de fossiles présentant des caractéristiques archaïques mais d'antiquité relativement récente, comme le crâne de la grotte d'Iwo et les rues au Nigeria, vieux de 13 000 ans. Nos ancêtres ont évolué au fil du temps, développant des outils et des technologies plus avancées. Il y a des millions d'années, ils ont commencé à utiliser des outils en pierre, puis ont adopté la culture acheuléenne il y a environ 1,75 million d'années. Au fil du temps, les outils et techniques de chasse se sont améliorés, comme l'utilisation de lances il y a environ 400 000 ans. Des preuves de différents types d'outils ont également été trouvées à divers endroits, indiquant la diversité des groupes humains en évolution. Des outils anciens ont été découverts en Inde, ce qui suggère la possibilité que les premiers humains aient émigré d'Afrique plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. De plus, des restes fossiles ont été découverts sur le mont Carmel en Israël, indiquant la présence de l'homme moderne il y a entre 177 000 et 194 000 ans le long de la Méditerranée. Des restes humains ont également été découverts à Kafsa, en Israël, datant d'il y a entre 100 000 et 130 000 ans,
démontrant une longue présence dans la région. Ces découvertes témoignent de l'évolution et de la dispersion de nos ancêtres à travers l'histoire. Des grottes calcaires datant d'il y a 80 000 à 120 000 ans ont été découvertes dans le sud de la Chine. Un fossile de mâchoire vieux de 100 000 ans dans la grotte de Jirendong présente des caractéristiques archaïques mais ressemble également à Homo sapiens. Des dents à peine reconnaissables comme celles d'Homo sapiens ont été trouvées dans la grotte de Daoshang, ce qui suggère qu'ils vivaient déjà en dehors de l'Afrique. On suppose que les migrations auraient pu avoir lieu encore plus tôt, atteignant même l'Europe il y a environ 210 000 ans. Une autre découverte controversée est le fragment de crâne d'Épidémie en Grèce, avec un âge possible de plus de 200 000 ans, mais il y a des débats sur sa classification et l'exactitude de la datation en raison de la difficulté de préserver les fossiles. De nombreuses tribus vivaient hors d'Afrique, mais elles ne sont pas liées à notre évolution. Les analyses génétiques révèlent que les peuples non africains font remonter la majeure partie de leur lignée à une migration historique il y a 50 000 à 60 000 ans, rendue possible par les changements marins et des conditions climatiques favorables. Les migrants africains ont peut-être interagi avec des hominidés plus archaïques, mais leur lignée semble avoir disparu ou avoir été remplacée par des migrations ultérieures. Tout au long de l'histoire, Homo sapiens n'était pas la seule espèce humaine. Nous coexistons et nous croisons avec d'autres hominidés, certains encore non identifiés. Cependant, ces espèces ont disparu, laissant Homo sapiens comme seul représentant de l'humanité. Un exemple est Homo floresiensis, connu sous le nom de Hobi, une petite espèce humaine trouvée à Flore, en Indonésie, jusqu'il y a environ 50 000 ans. Bien que nous ne connaissions pas leur sort, ils n'ont aucun lien avec les humains modernes. Les Néandertaliens, quant à eux, ont été trouvés en Eurasie, du Portugal et des îles britanniques à la Sibérie. Alors que l'Homo sapiens est devenu plus répandu dans ces régions, l'homme de Néandertal a disparu il y a environ 40 000 ans. Bien que certaines preuves suggèrent que certains ont survécu dans des endroits comme Gibraltar jusqu'il y a 29 000 ans, des traces d'entre eux peuvent encore être trouvées aujourd'hui dans l'ADN des humains modernes. Les Denisoviens, mystérieux cousins des Néandertaliens, ont laissé peu de fossiles identifiables et leur apparence et leur nombre d'espèces sont encore incertains. Des études récentes sur le génome humain en Papouasie-Nouvelle-Guinée indiquent que les humains se sont croisés avec les Denisoviens il y a environ 15 000 ans, bien que cela soit débattu. De nombreux Asiatiques ont aujourd'hui entre 3 et 5% d'ADN dénisovien, révélant un passé commun. Le crâne de Dragon Man, découvert en Chine dans les années 1930, a suscité un débat et pourrait changer notre histoire ancestrale. Le crâne, qui appartiendrait à une nouvelle espèce humaine appelée Homo longi ou l'homme dragon, présente des caractéristiques inhabituelles et une taille extraordinaire. Âgé d'au moins 146 000 ans, le crâne combine des traits anciens et modernes dans l'arbre généalogique humain. Cette découverte pourrait avoir un impact significatif sur notre compréhension de l'évolution humaine. Le crâne de Harbin, connu sous le nom de Dragon Man, est apparenté à d'autres fossiles humains en Asie. Son identification et sa classification suscitent la controverse. Il pourrait être lié aux Denisoviens, un groupe frère des Néandertaliens, mais il existe peu de restes fossiles d'eux. Ce crâne met en évidence la complexité de notre arbre généalogique et l'importance de comprendre nos mystérieux ancêtres. Le crâne de Harbin est bien conservé et présente une combinaison inhabituelle de caractéristiques. Il a une forme basse et large avec un front haut, caractéristique des anciens hominidés. La dent conservée dans le crâne a 3 racines, ce qui est inhabituel chez l'homme moderne. Cependant, d'autres caractéristiques ressemblent davantage à notre propre espèce, comme les pommettes délicates et plates. Les chercheurs ont analysé de nombreux fossiles de crâne, de mâchoires et de dents d'hominidés, à l'aide d'un superordinateur pour construire des arbres phylogénétiques et déterminer les liens évolutifs.
le crâne de Harbin a été placé dans une nouvelle branche étroitement liée à notre espèce. Certains suggèrent de classer le crâne de Harbin comme une espèce distincte, Homo longi, mais il existe un désaccord sur sa classification et sa position dans l'arbre généalogique humain. Certains soutiennent que les caractéristiques distinctives pourraient être des variations au sein d'une même espèce. L'homme-dragon, représenté par le crâne de Harbin, n'est pas considéré comme une espèce distincte définitive. Des similitudes ont été trouvées avec le crâne de Dali et des Denisoviens, un groupe énigmatique qui vivait en Asie. Une mâchoire fragmentée a été récemment découverte au Tibet et on pense qu'elle appartient aux Denisoviens, et l'homme-dragon est étroitement lié à cette mâchoire. Selon le nouvel arbre phylogénétique proposé, l'ancêtre commun des Néandertaliens et des Denisoviens a divergé des ancêtres de l'Homo sapiens il y a environ 600 000 ans. Les Néandertaliens se sont répandus en Europe et au Moyen-Orient, tandis que les Denisoviens se sont répandus en Asie. Même si les relations entre ces groupes sont étroites, leur résolution est difficile. Les analyses génétiques ne sont pas réalisées sur Dragonman en raison de la destruction que cela entraînerait sur le fossile. Cependant, les chercheurs restent prudents et ouverts à de nouvelles preuves. En bref, Dragonman représente un défi pour la classification et la catégorisation des ancêtres humains. Leur découverte met en évidence la complexité de la nature et la difficulté de définir clairement les espèces. Selon les chercheurs, le climat froid et rigoureux d'il y a 146 000 ans à l'emplacement de Dragonman pourrait avoir contribué aux caractéristiques accidentées du crâne. L'environnement isolé peut également avoir joué un rôle dans les particularités du fossile. Des données complètes et des photos détaillées de Dragonman sont accessibles au public, permettant à d'autres chercheurs d'explorer davantage cet hominidé. De plus, un crâne ancien a été découvert en Israël et pourrait provenir d'une population distincte d'Homo ayant vécu il y a entre 420 000 et 120 000 ans. Cette population a échangé sa culture et son ADN avec l'Homo sapiens environnant pendant des milliers d'années. L'étude a révélé des caractéristiques distinctes dans l'os pariétal de cette personne, qui diffèrent de l'Homo sapiens ancien et moderne. Ces découvertes soulèvent des questions sur la diversité et l'évolution des premiers humains, et les chercheurs continuent d'analyser et de comparer les fossiles pour en savoir plus. Le crâne de Dragonman présente des caractéristiques à la fois archaïques et néandertaliennes, le distinguant des autres Homo sapiens. Il est suggéré que d'autres fossiles découverts en Israël pourraient appartenir à ce nouveau groupe humain. La dame de Tabin, un spécimen important, pourrait être apparenté au groupe Homo de Necharanla. Cela pourrait expliquer certaines incohérences dans leur anatomie et suggère un flux génétique précoce entre Homo sapiens et Néandertaliens. Le métissage entre ces populations était plus courant qu'on ne le pensait auparavant. 6000 outils en pierre ont été découverts sur le site de Necharanla, créés de manière similaire à ceux de l'Homo sapiens contemporain. Cela suggère que l'Homo et l'Homo sapiens de Necharanla ont échangé des idées et des technologies. Des restes d'animaux chassés et consommés sur le site ont également été retrouvés, notamment des tortues, des gazelles, des sangliers et des autruches. En outre, un feu de joie a été découvert, démontrant que l'Homo de Necharanla contrôlait et utilisait le feu de la même manière que l'Homo sapiens et les Néandertaliens. La préservation de ce feu de joie pendant si longtemps est étonnante. Aujourd'hui, c'est le plus ancien feu de joie intact jamais découvert dans la nature. Le continent africain est considéré comme le troisième plus grand continent du monde et est entouré de diverses étendues d'eau. De plus, elle possède une très vaste étendue de terre et de désert, ce qui signifie qu'elle recèle de nombreux secrets qui continuent d'étonner de nombreux scientifiques. Ce mystère persistant incite les scientifiques à enquêter sur le continent dans l'espoir de découvrir d'anciennes reliques qui n'ont pas encore été découvertes. L'une de ces découvertes notables est la ville antique d'Héracléon en Égypte. En Méditerranée, les scientifiques ont trouvé des preuves de la civilisation de cette ville antique,
qui ressemblerait à la mythique cité perdue de l'Atlantide. En plus de cela, de nombreux monuments impressionnants, des vestiges archéologiques et des tablettes avec des inscriptions anciennes ont été découverts et fournissent des informations précieuses sur cette civilisation. En 2021, un groupe de scientifiques algériens a fait une découverte importante, une météorite considérée comme la plus ancienne du système solaire au monde, avec un âge estimé à environ 4,565 millions d'années. Cette météorite éclaire les origines du système solaire et ses débuts, ce qui intéresse beaucoup la communauté scientifique. De plus, les scientifiques explorent souvent des grottes qui servaient autrefois de demeure aux anciens humains à divers endroits du continent. Dans l'une des grottes d'Afrique, un groupe de scientifiques a étudié les ossements d'une ancienne espèce humaine. Ces études ont révélé que cette espèce avait une petite tête et des caractéristiques osseuses adaptées pour marcher et grimper aux arbres. Cette découverte confirme que l'Afrique recèle de nombreux secrets qui pourraient apporter des réponses cruciales sur l'évolution de l'espèce humaine sur Terre, réponses qui n'ont pas encore été entièrement révélées, malgré les avancées réalisées par les scientifiques précédents. En 2021, dans le nord de la Tanzanie, un groupe de scientifiques a fait une découverte étonnante en trouvant certains des outils que les anciens humains utilisaient il y a environ 2,6 millions d'années pour fabriquer des armes rudimentaires utilisées à l'époque pour se défendre et chasser les prédateurs. Surpassaient les êtres humains en taille. Cette découverte confirme la simplicité des armes utilisées par nos ancêtres pour survivre et fournit des informations précieuses sur l'évolution de notre planète et l'histoire de l'humanité. Autrefois, l'un des lacs les plus anciens exploités par l'homme se trouvait dans cette région du nord de la Tanzanie, car il contenait une grande quantité d'eau. Un groupe de géologues a pu étudier et analyser le sol à proximité du lac, révélant que dans le passé il était nettement plus étendu qu'aujourd'hui. Cependant, elle a subi un processus de sécheresse qui a entraîné une baisse marquée du niveau de l'eau. Ce changement des conditions de l'eau représente une transformation majeure du milieu naturel et a conduit les scientifiques à enquêter sur les raisons de cet événement, en retraçant l'histoire du lac et les causes de son dessèchement. Le mont Mabu, une montagne située au nord du Mozambique, est connu pour ses anciennes forêts tropicales. Il s'étend sur environ 1700 mètres et ses forêts couvrent environ 7000 hectares carrés. Malgré sa reconnaissance locale, les botanistes et les zoologistes n'étaient pas conscients de l'extraordinaire diversité de sa faune jusqu'en 2005. On pense que, précisément en 2013, grâce à la technologie satellite, les scientifiques ont pu explorer cette zone plus en profondeur, ce qui leur a permis d'obtenir pour le connaître de plus près et découvrir de nombreux aspects restés cachés. Ce fait renforce la conviction qu'il existe encore de nombreuses zones sur la planète Terre qui n'ont pas été explorées et qui pourraient abriter des preuves de civilisations anciennes ou des découvertes significatives de la recherche scientifique. Lors de fouilles à Taposirimania, une ancienne ville du nord de l'Égypte, l'archéologue Kathleen Martinez et son équipe ont découvert un vaste complexe de tunnels s'étendant sur plus de 1200 mètres. En réalité, ils ont trouvé un grand centre religieux avec 3 sanctuaires et plus de 1500 artefacts, dont des bustes, des statues et des pièces d'or. Cependant, la découverte la plus intrigante était un complexe de tunnels menant à des structures submergées. Les nombreux tremblements de terre qui ont touché la région au fil des siècles auraient pu provoquer le naufrage, mais l'archéologue estime avoir enfin découvert le tombeau perdu de Cléopâtre. Si cela était vrai, cette découverte serait la plus importante du XXIe siècle. Cléopâtre, la dernière reine de l'Égypte ancienne dotée du pouvoir royal, a régné de 51 avant JC à 30 après JC et reste une figure énigmatique. D'après ce que l'on sait, c'était une femme extraordinaire, riche et puissante comme aucune autre. Cléopâtre monta sur le trône à 18 ans et parlait 9 langues. Il a étudié la politique, l'économie et les mathématiques. Bref, c'était une femme politique intelligente et remarquable, l'une des premières femmes influentes de l'histoire, sinon la première. Et bien sûr,
lorsqu'on parle de Cléopâtre, il est inévitable de mentionner sa beauté. Cependant, il y a un problème, la plupart des informations sur la reine proviennent des Romains, qui la considéraient comme une rivale. Imaginez que votre collègue jaloux ou votre voisin désagréable vous caractérise. Dans quelle mesure serait-ce vrai? La même chose s'est produite avec Cléopâtre. Cependant, les Romains n'ont jamais trouvé le tombeau de la reine. Selon la légende, Cléopâtre a tenté de tromper tout le monde en cachant le lieu de son repos éternel afin qu'il ne soit jamais découvert, et étant donné que le tombeau n'a pas encore été retrouvé, elle a peut-être réussi. Cependant, cela pourrait bientôt changer avec la découverte de Taposirimania. Si les tunnels mènent à une tombe, celle-ci pourrait appartenir à Cléopâtre et à son mari, Marc-Antoine. Selon Plutarque, lorsqu'Octave Auguste envahit l'Égypte avec ses armées romaines et s'empara d'Alexandrie, Marc-Antoine se suicida en tombant sur son épée et mourut dans les bras de Cléopâtre, qui fut ensuite enterrée à côté de lui dans le mausolée. 2 semaines plus tard, la reine Cléopâtre suivit le même sort pour lui offrir un hommage et se laissa mordre par un serpent venimeux. Une histoire d'amour tragique et tout ça. Jusqu'à présent, aucune autre tombe n'a été trouvée d'un dirigeant de la dynastie des Ptolémées, c'est-à-dire de ceux qui ont gouverné l'Égypte après Alexandre le Grand. Les tombes se trouveraient toutes dans le quartier somptueux d'Alexandrie et semblent submergées, comme le reste de la zone. La mer les a tout simplement engloutis. Si le lieu de sépulture de Cléopâtre et d'Antoine est découvert, les archéologues seront occupés pendant au moins des décennies. Nous obtiendrons plus d'informations sur son apparition et sa mort, et au mieux, nous pourrons en apprendre beaucoup plus sur sa vie et, en principe, sur les coutumes égyptiennes de l'époque. Les informations les plus récentes sur la prétendue tombe de Cléopâtre ont été rendues publiques en novembre 2022, on ne sait donc toujours pas ce que les scientifiques ont trouvé et nous ne savons rien non plus sur Cléopâtre, nous n'avons aucune idée de à quoi il ressemblait exactement. Bien entendu, la reine est constamment représentée comme une belle séductrice, comme la femme pour laquelle les hommes seraient prêts à sacrifier leur vie. Cependant, des preuves archéologiques suggèrent que cette image n'est peut-être pas entièrement exacte. La dernière source existante est une petite pièce d'argent vieille d'environ 2000 ans représentant une reine égyptienne avec un petit front, un nez pointu, des lèvres étroites et un menton peu attrayant. Oui, en 2000 ans, les normes de beauté ont beaucoup changé, mais même selon les normes anciennes, Cléopâtre n'était pas considérée comme belle. L'image acceptée que nous avons de Cléopâtre est celle d'une belle dirigeante adorée des politiciens et des généraux romains. Cependant, il semble que la représentation de Cléopâtre comme une belle séductrice soit en grande partie une invention ultérieure. Les écrivains romains nous disent que Cléopâtre était intelligente, charismatique et avait une voix séduisante, mais ils ne disent rien de sa beauté. Les historiens ne disposent pas de véritables portraits pour spéculer sur son apparence. Les plus proches sont les pièces de monnaie et les reliefs égyptiens, probablement inexacts et créés pour plaire à leur sujet, et les bustes en marbre, qui ne constituent pas une source très fiable, pour parler franchement. Les érudits modernes doutent à juste titre que Cléopâtre puisse diriger son pays et établir des alliances uniquement sur la base de sa beauté. La reine était remarquablement intelligente et cultivée, tout en étant douée dans l'art de la manipulation. Les historiens ne pouvaient pas accepter qu'une femme soit plus rusée que ses contemporains masculins, ils attribuaient donc son succès à sa beauté. Cependant, Cléopâtre a pris soin de son apparence. L'un des traitements qui lui sont attribués est le bain au lait d'ânesse, on dit que cela adoucit et blanchit la peau, et élimine les rides. Cela semble assez douteux, mais bon, les anciens Égyptiens n'étaient pas des experts en cosmétiques. De plus, les scientifiques pensent avoir recréé le parfum utilisé par Cléopâtre. Cela a été possible grâce à une ingénieuse technique de fluorescence X. Grâce à cette technique,
les scientifiques ont pu analyser les molécules présentes dans les flacons de parfum utilisés par la reine. Après de nombreuses expériences, ils ont réussi à obtenir un parfum agréable avec des notes de myrrhe et de cannelle, entre autres ingrédients apparentés. Bien qu'il ne soit pas fidèle à 100% au parfum original Cléopâtre, il s'en rapproche assez. Il convient de mentionner que se baigner dans le lait d'ânesse n'est pas la pratique la plus étrange parmi les dirigeants égyptiens. Le pharaon Pépé II a régné entre 2300 et 2206 avenue Jésus-Christ environ, montant sur le trône à l'âge de 6 ans. Naturellement, Pépé était en grande partie gouverné par sa mère pendant cette période, mais il était encore un enfant régnant sur un vaste royaume. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a créé une certaine tension et il semble que Pépé se soit montré plutôt indulgent. Peu de temps après être devenu pharaon, un explorateur nommé Haroud a écrit une lettre à Pépé l'informant qu'il avait rencontré un nain dansant. Le pharaon réagit comme n'importe quel enfant et en fut ravi. Selon les historiens, il a écrit l'un des documents les plus humains qui ait survécu à ce jour. Tout au long de l'histoire de l'humanité, un certain nombre de récits mythiques ont captivé notre imagination, mettant en scène des histoires d'anges divins, de géants colossaux et de catastrophes catastrophiques. Bien que ces histoires semblent au premier abord captivantes et énigmatiques, un examen plus approfondi révèle un autre volet de l'histoire humaine qui passe souvent inaperçu. L'un de ces récits extraordinaires se trouve dans l'ancien texte apocalyptique hébreu connu sous le nom de « Livre d'Énoch », traditionnellement attribué à Énoch, l'arrière-grand-père de Noé. Cette œuvre ancienne révèle d'étonnantes révélations sur les origines du mal, les mystérieux anges déchus, les puissants Néphilim, le déluge cataclysmique, le Messie prophétisé et la fin imminente des temps. Curieusement, ce texte est resté caché au public en raison de l'inclusion d'informations qui plongent dans les mystères surprenants entourant nos origines, informations qui ont finalement été exclues du canon biblique. Outre le livre d'Énoch, un autre manuscrit ancien découvert en Égypte véhicule un message profondément inquiétant. Ces textes anciens nous invitent à explorer leurs pages, car ils promettent de révéler d'étonnants secrets sur notre histoire commune qui, pour diverses raisons, ont été cachés à la connaissance générale. Vers la fin de 1946 ou le début de 1947, de jeunes bergers bédouins se trouvaient à proximité de l'ancienne colonie de Qumran, située sur les rives nord-ouest de la mer Morte, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. Au cours de ses fonctions pastorales, l'un des jeunes bergers a accidentellement délogé un rocher dans une ouverture dans une falaise, provoquant un bruit surprenant et bouleversant. Intrigués, ils entrèrent dans la grotte où ils tombèrent sur une collection de grands récipients en argile. Parmi ces vases, cette renfermait un trésor de rouleaux de cuir et de papyrus. Ces rouleaux ont ensuite été acquis par un marchand d'antiquités et sont finalement tombés entre les mains de plusieurs érudits, qui ont déterminé que les textes avaient plus de 2000 ans. Cette découverte suscite rapidement l'intérêt des chasseurs de trésors et des archéologues. Au cours des années suivantes, des dizaines de milliers de fragments de manuscrits supplémentaires furent découverts dans 10 grottes adjacentes, totalisant entre 800 et 900 textes inestimables. Parmi ces textes se trouvait le livre d'Énoch lui-même, segmenté en 5 livres différents, le livre des veillées, le livre des paraboles, le livre astronomique, les visions des rêves et les épîtres d'Énoch, qui composent ensemble un total de 100 chapitres. Le livre d'Énoch est une compilation d'œuvres monumentales, chacune abordant des thèmes importants, tels que les récompenses, les châtiments, la fin du monde et le jugement final. Son premier livre, comprenant les chapitres 6 à 36, se concentre principalement sur des sujets tels que les anges, l'arbre de vie, Jérusalem et l'univers. Le livre des veilleurs dans les écrits d'Énoch raconte l'histoire des anges déchus mentionnés dans Genèse 6, 1 à 4. Ces anges ont séduit les femmes humaines, entraînant la naissance des Néphilim, des êtres de grande connaissance qui ont joué un rôle dans l'arrivée du déluge catastrophique, qui a finalement conduit à la destruction des Néphilim.
Le terme « néphilim » fait référence aux morts, souvent décrits comme des individus massifs ressemblant à des géants. La relation entre les enfants de Dieu et les néphilim fait l'objet de diverses interprétations. Certains pensent que les fils de Dieu font référence à des anges déchus qui ont engendré une progéniture avec des femmes humaines, une idée trouvée dans la source juive non canonique connue sous le nom de Premier livre d'Enoch. Cette interprétation reste largement acceptée. Dans le premier livre d'Enoch, les néphilim sont représentés comme des géants, ce qui est cohérent avec l'idée selon laquelle ils avaient une stature énorme en raison de leur origine surnaturelle. Cependant, il est important de noter que certains ont soulevé des préoccupations théologiques concernant la suggestion selon laquelle des anges ou des démons pourraient se reproduire physiquement avec les humains. La deuxième partie du livre d'Enoch, connue sous le nom de parabole de la ressemblance, est un récit apocalyptique qui s'articule autour de thèmes liés au Fils de l'homme et à l'Ancien des jours. Ces anciennes prophéties, qui figurent en bonne place dans le texte, partagent une ressemblance frappante avec le livre de l'Apocalypse dans la Bible, s'alignant sur les enseignements bibliques. Le livre d'Enoch contient également un livre astronomique qui fournit des détails complexes sur les étoiles et leur rôle. De plus, la section intitulée Dream Vision sert de prophétie complète qui couvre toute l'histoire humaine, du passé au présent et au futur, prédisant méticuleusement les événements du début des temps à la fin des temps et au jugement final. Si le livre d'Enoch contient des éléments qui correspondent à la Bible, il présente également des contradictions. Une contradiction notable concerne la mention de Noé dans le livre d'Enoch, même si la Bible enseigne qu'Enoch a été emmené au ciel bien avant la naissance de Noé. Cela soulève des questions sur la manière dont Enoch, qui était censé être au paradis, aurait pu connaître Noé et les événements du déluge s'il était l'auteur du livre d'Enoch. De plus, dans Enoch 10, 8 à 9, Dieu attribue toute la corruption de la terre à un démon nommé Azazul, suggérant que la terre entière a été contaminée par l'influence d'Azazel, conduisant à la commission de tous les maux. Contrairement à Lucifer, communément appelé Satan ou le diable, mentionné dans la Bible, Azazul n'est pas identifié dans les enseignements bibliques. Satan est généralement tenu pour responsable des problèmes du monde en tant qu'auteur du péché, et d'autres démons spécifiques ne sont pas mentionnés dans ce contexte. Le livre d'Enoch contient également plusieurs descriptions astronomiques et météorologiques qui ne correspondent pas à la Bible ou à la compréhension scientifique contemporaine. Un exemple notable se trouve au chapitre 33, 1 à 4, où il est suggéré qu'Enoch a minutieusement cartographié et numéroté toutes les étoiles du ciel. Cependant, selon Jérémie 33, 22 dans la Bible, compter les étoiles est considéré comme impossible en raison de leur immense nombre. Les astronomes modernes estiment qu'il y a environ 100 millions d'étoiles dans la seule Voie lactée, et qu'il existe bien d'autres galaxies contenant chacune des millions et des millions d'étoiles. Un autre exemple de divergence se trouve dans le livre d'Enoch 41, où il décrit le vent, la neige, la grêle et même la lune comme émanant d'un récipient en bois dans le ciel. De telles descriptions sont considérées comme illogiques, absurdes et incompatibles avec les connaissances scientifiques et les enseignements bibliques. Ces divergences mettent en lumière la raison pour laquelle le livre d'Enoch n'a pas été inclus dans la Bible. Intéressons-nous maintenant à la récente découverte faite en Égypte, qui éclaire l'histoire de la littérature ancienne. Cette découverte, détaillée dans un article publié dans le Journal of Egypt Archaeology, repousse les origines des textes anciens et souligne la profonde fascination et la créativité avec lesquelles les hommes de cette époque cherchaient à percer les mystères de la vie après la mort. Selon Rita Lucarelli, conservatrice en égyptologie à l'Université de Californie à Berkeley, les anciens Égyptiens étaient profondément fascinés par la vie sous toutes ses formes et considéraient la mort comme la porte d'entrée vers une nouvelle existence. Étonnamment, ce texte récemment découvert, connu sous le nom de « Livre des deux voies », est l'un des quelques 20 exemplaires connus en possession des archéologues contemporains, et se trouve être le plus ancien d'entre eux.
Le texte a été trouvé à l'intérieur d'un sarcophage qui avait largement échappé à l'attention des pilleurs de tombes et des générations précédentes d'archéologues. Cette découverte intrigante a été révélée lors de fouilles dans une fosse funéraire située dans la ville égyptienne de Dé al-Bacha. Contrairement aux livres reliés modernes, ce texte ancien n'était pas un volume autonome. Au lieu de cela, certaines parties étaient inscrites directement à l'intérieur du sarcophage. Ces inscriptions ont été conservées sur 2 panneaux de cèdre détériorés comportant des images et des hiéroglyphes. Les inscriptions font spécifiquement référence au « Livre des 2 voies » et d'autres objets de la tombe ont été datés de l'époque du pharaon Motep II, qui a régné en Égypte jusqu'en 2010 avant JC. Le chercheur à l'origine de cette étude, Arco Willems, égyptologue à l'université de Louvain en Belgique, a expliqué dans une interview que ces textes de sarcophage étaient destinés à placer les défunts dans le royaume des dieux. Sur ce sarcophage particulier, qui appartenait à une femme de haut rang nommée Enke, les instructions pour l'au-delà la désignaient sous le nom de « il ». Dans l'Égypte ancienne, la Renaissance était plus étroitement associée aux divinités masculines, de sorte que les femmes décédées devaient être appelées « il » pour s'aligner davantage sur Osiris, le dieu de la vie après la mort. Cependant, il y avait des indications intrigantes de personnalisation dans la version d'Enke du « Livre des 2 voies ». Le poème suggère qu'elle a peut-être été confrontée à un obstacle au début de son voyage, symbolisé par un anneau de feu. Au fil du temps, il est concevable que vous ayez été confronté à des défis tels que des esprits maléfiques, des démons et même des menaces terrestres comme le feu. Sa défense contre ces adversités résidait dans les sorts qu'elle-même jetait en tant que défunte. Heureusement, le matériel d'accompagnement comprenait des instructions détaillées pour exécuter ces sorts. Les cartes contenues dans ce livre, ainsi que d'autres similaires, présentent un éventail ahurissant de lignes sinueuses et de figures énigmatiques, des symboles qui défient toute interprétation moderne. Certains experts pensent que ces représentations proviennent d'images associées à la vie plutôt qu'à la mort et étaient destinées à invoquer des rituels visant à faire revivre des dieux ou des humains décédés. En tout cas, ces textes étaient emblématiques de la Renaissance, que ce soit dans le monde actuel ou dans un autre domaine. L'Égypte ancienne est à juste titre considérée comme le berceau de la civilisation, car la science et l'archéologie ont montré qu'elle était à l'origine du premier développement humain. Que ce soit dans les domaines de l'art, de la littérature, de la langue, de l'agriculture, de l'urbanisation ou de l'ingénierie, les Égyptiens semblent être les pionniers du progrès et des prouesses technologiques. Vous pensez peut-être que les pyramides de Gizeh, les pharaons momifiés et leurs tombeaux cachés sont tout ce qu'il y a en Égypte, mais ce n'est même pas vrai, même de loin. Saviez-vous que l'Égypte a doté l'humanité d'une technologie que nous utilisons encore aujourd'hui? Ils étaient bien en avance sur leur temps. Certaines de leurs inventions sont si complexes que les scientifiques modernes ne peuvent pas comprendre comment les anciens Égyptiens possédaient suffisamment de connaissances pour les créer. En plus de cela, ils se sont également concentrés sur le développement humain. Devinez qui a inventé le dentifrice et les brosses à dents? Les Égyptiens. Certaines technologies égyptiennes anciennes sont si avancées que les scientifiques en ont peur, et dans cette vidéo, nous parlerons de certains de ces terrifiants secrets scientifiques découverts parmi les vestiges de l'Égypte ancienne. La civilisation égyptienne possédait de bonnes connaissances en mathématiques appliquées et en ingénierie, ce qui s'est reflété dans la construction des pyramides de Gizeh. Les Égyptiens étaient méticuleux et précis dans leur style de construction, suivant des modèles spécifiques et utilisant des ressources humaines spécialisées sous le contrôle d'un ingénieur en chef et de ses subordonnés. La géométrie était un sous-produit nécessaire du processus d'arpentage et était utilisée pour préserver la disposition et la propriété du terrain. L'Égypte hellénistique est considérée comme l'origine de la technologie des phares. À Alexandrie, il y avait un palan en porte-à-faux qui soulevait la cargaison des navires. Le phare de la ville, construit au IIIe siècle avant JC, a été conçu par Sostratus de Cnide.
Les anciens Égyptiens pouvaient travailler le granit solide avec des outils en bronze, comme en témoigne la découverte de bâtiments monumentaux en pierre comme celui de Saqqara. Les obélisques sont un autre mystère technique, 29 d'entre eux ayant survécu à ce jour. La forme des pyramides et des obélisques pourrait avoir été inspirée par des phénomènes naturels liés au Soleil, ce qui suggère que la connaissance de l'astronomie a influencé les méthodes de construction des anciens Égyptiens. Dans l'Égypte ancienne, les rampes étaient utilisées pour déplacer des objets lourds, comme des blocs pour construire des pyramides. La Grande Pyramide code des constantes mathématiques importantes telles que pi, sigma et Eulé, connues et utilisées par les Égyptiens il y a des milliers d'années. La géométrie de l'élévation de la Grande Pyramide code également les proportions de la Lune et de la Terre. Les Égyptiens étaient des experts en irrigation et construisaient des canaux et des fossés d'irrigation en utilisant leur ancien calendrier égyptien. Les anciens Égyptiens pratiquaient l'irrigation par bassin pour profiter des crues du Nil et fertiliser les champs. Ils ont construit des terrains et des berges pour créer des bassins permettant à l'eau de reposer pendant un mois avant d'être évacuée vers les bassins en aval. Ils ont également construit des canaux dotés de vannes pour contrôler le débit de l'eau et former des réservoirs en cas de sécheresse. Les anciens Égyptiens ont créé des roues hydrauliques et des nilomètres avancés pour leur époque. Les roues hydrauliques utilisaient le système de contrepoids, chat d'œuf, pour irriguer les cultures. Le nilomètre mesurait la hauteur du fleuve et servait à prédire les inondations ou les sécheresses. Les anciens Égyptiens dépendaient fortement de l'eau du Nil et ces inventions leur permettaient de mieux la contrôler. Les anciens Égyptiens avaient une approche avancée de l'agriculture et de l'irrigation, ce qui déroute les scientifiques modernes. Des cylindres de granit ont été découverts, ce qui prête à confusion car on ne sait pas à quoi ils servaient et comment ils ont été sculptés sans outils modernes. Les premiers humains utilisaient des pointes de silex pour percer des trous dans les dents, les os et les coquilles, et on pense que ce matériau était utilisé pour sculpter des cylindres de granit. Un exemple est le corset, un cylindre gravé de lignes concentriques datant d'il y a 4500 ans, découvert près des pyramides par Flinders Petrie. Les scientifiques sont déconcertés par une roche granitique qui ressemble à une carotte de forage, suggérant que les anciens Égyptiens auraient pu forer des trous dans du granit solide, ce qui est surprenant puisque les outils en cuivre de l'époque n'étaient pas suffisamment solides. Si les Égyptiens utilisaient des diamants pour tailler la pierre, il faudrait se référer à l'histoire, car aujourd'hui encore, seuls les diamants sont suffisamment solides pour percer le granit. Les rainures concentriques de la roche granitique de Petrie constituent un mystère qui défie nos connaissances actuelles. Les anciens Égyptiens parvenaient à percer des trous dans le granit solide avec des outils en cuivre, selon des preuves archéologiques. Cependant, l'apparition mystérieuse du « noyau 7 », découvert par l'archéologue britannique Flinders Petrie, a dérouté les scientifiques modernes. Ce cylindre semble avoir été percé avec une perceuse électrique moderne à pointe de diamant, en raison de son noyau en spirale continue et de la puissance nécessaire pour percer le granit. Les experts ont conclu que la perceuse utilisée pour fabriquer cette carotte était plus puissante que n'importe quelle perceuse électrique moderne et qu'il n'existe aucun outil connu possédant cette force. Une équipe de physiciens russes et allemands a découvert que la Grande Pyramide de Gizeh peut concentrer l'énergie électromagnétique dans sa base et ses chambres internes. Ils ont utilisé des méthodes de physique théorique pour étudier comment la pyramide réagirait aux rayonnements électromagnétiques, notamment les ondes radio, les micro-ondes, les rayons gamma, les rayons X et la lumière ultraviolette. Ils ont découvert que la base et les chambres internes étaient l'endroit où les champs dispersés étaient concentrés. Cette étude révolutionnaire pourrait aider les scientifiques à concevoir des nanoparticules dotées des propriétés optiques souhaitées. Bien qu'il soit peu probable que les anciens Égyptiens aient eu connaissance de ces propriétés uniques de la pyramide, cette découverte soulève la possibilité qu'ils en sachent plus sur la physique qu'on ne le pensait auparavant.
La médecine égyptienne était très avancée pour son époque et a laissé des traces dans des papyrus anciens remontant à au moins 5000 ans. Les papyrus fournissent des informations sur les maladies, les diagnostics et les remèdes. Même si la médecine égyptienne primitive était basée sur les sortilèges et la magie religieuse, les médecins pratiquaient des interventions médicales ou chirurgicales. Les papyrus les plus importants découverts comprennent le papyrus de Berlin, le papyrus d'Héber et le papyrus de Khâum, qui se concentrent sur la pathologie générale, la gynécologie et la pédiatrie. Le papyrus d'Edwin Smith décrit des cas de traumatisme et la connaissance égyptienne des organes humains, notamment des vaisseaux sanguins et du cœur. Jusqu'à l'invasion perse en 525 avant J.C., les pratiques médicales égyptiennes restaient plus ou moins les mêmes et des procédures chirurgicales simples et non invasives étaient pratiquées. Les Égyptiens ont découvert les propriétés médicinales des plantes locales et étrangères et ont proposé dans leurs papyrus plusieurs recettes pour les problèmes de santé. Le papyrus Héber propose 800 remèdes, notamment des onguents topiques, des bandages et des médicaments oraux. Ils ont découvert des outils chirurgicaux métalliques dans la tombe de Kar, en bronze, et la chirurgie était courante pour traiter les blessures physiques. Le système de triage classait les blessures comme traitables et incurables. Les outils utilisés comprenaient des scies, des cuillères, des pinces, des couteaux, des perceuses, des pinces et bien plus encore. La circoncision était courante et des prothèses telles que des orteils, des yeux et des langues artificielles étaient utilisées. Les anciens Égyptiens connaissaient bien la chirurgie, la momification et l'autopsie religieuse, ce qui leur fournissait des informations adéquates sur la morphologie humaine. Ils ont même deviné correctement la fonction de certains organes. Ils savaient que le sang était un moyen de transport qui transportait l'oxygène et éliminait le dioxyde de carbone, et ils connaissaient également le pouls et sa relation avec le cœur. Ils ont théorisé sur les canaux qui transportaient l'air, le sang et l'eau dans le corps et ont développé un moyen de traiter une personne malade en lui administrant un laxatif qui débloquerait ces canaux. Le papyrus Héber mentionne le lavement comme méthode d'administration de médicaments. En général, certaines pratiques médicales égyptiennes, notamment dans le domaine de la chirurgie, étaient efficaces, comme le décrit le papyrus d'Edwin. Les médecins égyptiens antiques conseillaient l'hygiène et une alimentation saine pour prévenir les maladies, et ils possédaient des connaissances médicales approfondies qui ont dérouté les scientifiques modernes. La construction navale était vitale pour l'économie et la culture égyptienne, et ils utilisaient leurs connaissances en aérodynamique pour construire des navires avancés dotés de voiles réglables et de gouvernails montés à l'arrière. Les Égyptiens furent les premiers à utiliser des navires lourdement armés et construisirent de tout, depuis les petits radeaux en papyrus jusqu'aux grands navires capables de transporter de lourdes charges. Le navire Khufu est un exemple de navire bien conservé qui navigue aujourd'hui. Mais ce n'est qu'en 2400 avant J.C. qu'ils furent capables de construire des navires capables de résister aux vagues de la Méditerranée. À l'époque de la construction des pyramides, les bateaux égyptiens n'avaient pas de quilles, mais utilisaient des cordages pour éviter de chavirer. Ils étaient propulsés par des rames et une grande voile. Les navires voyageant au Liban pour obtenir du bois précieux ont été enregistrés vers 1500 avant J.C. Les Égyptiens découvrirent à cette époque comment construire des quilles et des coques renforcées intérieurement, ce qui donna naissance à deux nouveaux types de navires, un avec des coques larges pour transporter des marchandises et un autre avec des galères étroites pour la guerre. Les Égyptiens utilisaient des cadrans solaires et des constellations pour connaître leur emplacement lors de leur voyage en mer. Certains experts suggèrent que les anciens Égyptiens connaissaient l'électricité, car des cryptes ont été découvertes sous le temple d'Hathor à Dendra et pourraient contenir des ampoules anciennes et un objet ressemblant de façon frappante à une ampoule. Cependant, cela fait encore l'objet de débats parmi les experts. Certains pensent que les anciens Égyptiens auraient découvert l'électricité, grâce aux inscriptions trouvées dans le temple d'Hathor à Dendra qui semblent représenter une ancienne ampoule.
Alors que certains partisans de cette théorie suggèrent que les anciens Égyptiens produisaient de la lumière à travers des rituels, la plupart de ces théories ont été réfutées par les professionnels. Bien qu'il soit encore possible que les anciens Égyptiens aient codé une signification scientifique plus profonde dans les images et les textes découverts. Les Égyptiens ont apporté une grande contribution à l'astronomie et leur précision est encore appliquée aujourd'hui. Bien qu'à l'époque elle n'était pas considérée comme une science distincte, la connaissance égyptienne était profondément enracinée dans la religion et la mythologie. Les cercles de pierre vieux de 7000 ans situés en Haute-Égypte témoignent de leur importance pour la vie religieuse. Les anciens Égyptiens ont apporté d'importantes contributions à l'astronomie. Dans un premier temps, ils utilisèrent des textes astronomiques pour établir les dates des fêtes religieuses. Ils ont également développé un système de constellations et peint des cartes des étoiles sur les tombes et les temples. Durant la période gréco-romaine, Claude Ptolémée s'est imposé comme l'un des astronomes les plus importants de l'époque, cataloguant plus de 1000 étoiles et décrivant comment prédire le comportement planétaire. Les Égyptiens ont observé que la crue du Nil coïncidait avec l'apparition des étoiles à la porte et ont utilisé cette observation pour élaborer un calendrier de 365 jours. Sa connaissance de l'astronomie a également guidé l'orientation des édifices sacrés et le décor du Nouvel An. Les Égyptiens croyaient que leur dieu vivait dans le royaume d'Osiris, situé dans la constellation d'Orion. Les 3 pyramides de Gizeh représentent les étoiles de la ceinture d'Orion, tandis que le Sphinx représente la constellation du Lion. Aujourd'hui, les astronomes ont découvert que la pyramide a été conçue pour regarder très précisément vers les étoiles circumpolaires dans le ciel du Nord. Les anciens Égyptiens, grâce à leur connaissance en astronomie, ont découvert les étoiles variables et calculé avec précision la période algol avant les Européens. Ils développèrent des outils tels que le cadran solaire, le sablier et la marquette pour mesurer les azimuts stellaires et divisèrent la journée en heures. Ils ont peut-être aussi proposé l'idée d'une Terre sphérique. Ils ont construit des temples alignés astronomiquement avec des toits pour observer les étoiles et calculer les heures de la nuit. Bien que leur observation de l'alignement des étoiles ne soit pas tout à fait précise, ils étaient plus avancés en astronomie que toute autre civilisation ancienne. La technologie ancienne découverte en Égypte ressemble étrangement à celle du XXIe siècle. Nous ne devons pas sous-estimer leur civilisation, leur approche progressiste et leur vaste connaissance. Aujourd'hui, le Nil, autrefois connu comme la source de vie de l'Égypte ancienne et l'un des plus longs fleuves du monde, est une source importante de subsistance et d'enrichissement culturel depuis des millénaires. Cependant, des rapports récents ont révélé l'impensable, le puissant Nil s'est finalement asséché. Cet événement catastrophique, bien qu'il puisse paraître inimaginable, a conduit à un développement inattendu, l'émergence de quelque chose jusqu'alors inconnu du monde. Le Nil a longtemps été considéré comme le berceau de la civilisation, en raison de son rôle vital dans le développement de l'Égypte ancienne. S'étendant sur 6650 km à travers 11 pays africains, cette immense voie navigable a été une source cruciale de vie et de prospérité pour d'innombrables générations à travers l'histoire. Le Nil a façonné non seulement le paysage, mais aussi les sociétés qui en dépendent. Pour comprendre l'importance historique du Nil, nous devons d'abord reconnaître le rôle central qu'il a joué dans la croissance et la stabilité de l'Égypte ancienne. Le Nil était essentiel au développement de la société égyptienne antique, fournissant une source fiable d'eau et un sol fertile pour l'agriculture. Cela a permis la formation de villes et la croissance du commerce et de la culture. De plus, le fleuve était une voie de transport importante, qui encourageait l'échange d'idées et de pratiques culturelles avec d'autres civilisations. Les anciens Égyptiens considéraient le Nil comme un don divin des dieux et cela se reflétait dans nombre de leurs pratiques et rituels religieux, tels que les cérémonies annuelles d'inondation. Le Nil a joué un rôle crucial dans la construction de monuments emblématiques tels que les pyramides de Gizeh et les temples de Luxor et de Karnak,
et a également joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'Afrique en tant que source d'eau et frontière naturelle. Le fleuve a influencé la répartition et le développement de plusieurs civilisations, dont le royaume nubien de Kouch et le royaume éthiopien d'Aksum. La construction du haut barrage d'Aswan dans les années 1960 a eu un impact significatif sur le débit du Nil et sur les populations vivant dans la région. Le barrage sur le Nil a permis de contrôler l'eau pour l'électricité et l'irrigation, mais il a également déplacé des communautés et perdu d'importants sites archéologiques. Le fleuve joue un rôle important depuis l'Égypte ancienne et a facilité les moyens de subsistance, le commerce et la communication. La récente sécheresse a suscité des inquiétudes quant à l'avenir de la région qui dépendait du fleuve. L'importance historique du Nil est indéniable, car il a joué un rôle vital dans le développement de nombreuses civilisations et a laissé une marque indélébile sur le paysage et les hommes. Le Nil a été une source d'inspiration pour l'architecture, la religion et l'histoire et a eu un impact significatif sur le développement politique et économique de la région. La récente sécheresse a suscité des inquiétudes quant à l'avenir de la région, les experts attribuant son déclin à une combinaison de facteurs environnementaux, tels que le changement climatique. La hausse des températures et les sécheresses plus fréquentes ont réduit la quantité d'eau entrant dans le système fluvial, tandis que la diminution des précipitations a encore exacerbé la réduction du débit d'eau. Même si l'avenir du Nil est incertain, son passé reste une riche histoire humaine qui résonne dans le monde d'aujourd'hui. La demande croissante en eau de la part des 11 pays riverains du Nil a contribué à sa sécheresse. L'urbanisation rapide, l'industrialisation et la croissance démographique ont exercé une pression supplémentaire sur les ressources en eau limitées du bassin du Nil. Les prélèvements d'eau pour l'irrigation représentant une grande partie de la consommation d'eau. En outre, la construction de barrages et d'autres projets d'infrastructures hydrauliques le long du fleuve ont eu des conséquences inattendues sur l'écosystème et l'équilibre hydrologique du fleuve. Bien qu'ils apportent également des avantages importants tels que le contrôle des crues et la production d'énergie hydroélectrique. Le barrage d'Aswan et le barrage éthiopien de la Renaissance ont réduit le débit du Nil, et l'impact du barrage éthiopien sur la disponibilité de l'eau en aval suscite des inquiétudes. La déforestation et la dégradation des terres ont également contribué au déclin du Nil, et la pollution est un autre facteur qui a affecté le fleuve. La sécheresse du Nil est causée par divers facteurs environnementaux, tels que le changement climatique, la demande en eau, la construction de barrages, la déforestation, la pollution et la surexploitation des eaux souterraines. Ces problèmes affectent la qualité et la quantité de l'eau des rivières, mettant en danger la vie aquatique et la santé humaine. La solution à ce problème nécessite des efforts collectifs pour protéger et préserver l'environnement. La sécheresse du Nil a de graves conséquences sur l'agriculture, la santé publique et l'économie de la région, et il est essentiel d'y remédier pour protéger les moyens de subsistance et la sécurité hydrique de millions de personnes. La sécheresse du Nil affecte gravement l'agriculture et la sécurité hydrique de la région. L'agriculture est essentielle aux moyens de subsistance de nombreuses personnes dans le bassin du Nil, mais la pénurie d'eau a réduit la productivité agricole et accru le risque d'insécurité alimentaire et de malnutrition. De plus, l'accès à une eau propre et salubre est devenu plus difficile en raison de la réduction du débit des rivières, augmentant ainsi le risque de maladies d'origine hydrique et de problèmes d'hygiène. La réduction du débit du Nil pose de sérieux défis à la survie et au bien-être de millions de personnes dans la région. La sécheresse du Nil a eu un impact négatif sur l'économie de la région. La baisse de la productivité agricole et la réduction de la disponibilité en eau ont eu un impact négatif sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire et les opérations des industries dépendantes du fleuve, contribuant ainsi à la stagnation économique et à la hausse du chômage. En outre, la sécheresse a intensifié les tensions et les conflits entre les pays riverains concernant l'accès aux ressources du Nil, comme le controversé Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne.
L'épuisement du Nil a eu des conséquences écologiques importantes et affecte les moyens de subsistance des communautés qui dépendent des ressources du fleuve pour la pêche, le tourisme et d'autres activités. Le manque de sédiments a entraîné l'érosion des sols et la perte de terres fertiles, ce qui a encore miné la productivité agricole et contribué à la dégradation des sols. Les conséquences immédiates sont profondes et affectent tous les aspects de la vie dans la région, de l'agriculture et de la sécurité hydrique à la santé publique, en passant par la stabilité économique et la cohésion régionale. L'épuisement du Nil a révélé des trésors cachés sous son lit, suscitant l'intérêt pour l'histoire et l'archéologie de la région. La diminution des eaux a rendu visibles d'anciennes colonies et des artefacts submergés ou enterrés. Ces découvertes archéologiques ont le potentiel d'apporter un nouvel éclairage sur l'histoire et la culture des anciennes civilisations qui ont prospéré le long du Nil. Des tombes anciennes, des temples, des statues, des bateaux et des objets du quotidien ont été découverts dans le Nil, révélant des informations sur la vie et les coutumes des civilisations qui vivaient le long du fleuve. L'examen de ces artefacts fournit des informations précieuses sur les croyances, les rituels et les coutumes de ces civilisations, et aide à reconstruire les systèmes économiques, sociaux et culturels qui ont façonné la région et ses habitants. De plus, l'étude de ces artefacts peut inspirer de nouvelles stratégies durables en matière d'architecture et d'ingénierie. Alors que le monde est aux prises avec les conséquences de l'assèchement du Nil, les découvertes qui ont émergé du lit du fleuve offrent une lueur d'espoir. De nouvelles découvertes de trésors dans la région offrent une excellente occasion d'approfondir l'histoire et le patrimoine culturel de la région. Les connaissances acquises peuvent non seulement améliorer notre compréhension du passé, mais aussi inspirer des solutions innovantes pour l'avenir. Les résultats peuvent stimuler le tourisme dans la région et contribuer à l'économie locale, tout en fournissant des ressources pour la conservation et des recherches supplémentaires. Les découvertes ont eu un impact mondial significatif, capturant l'imagination des gens du monde entier et alimentant un regain d'intérêt pour l'histoire, la culture et l'archéologie de la région. En outre, les résultats ont des implications considérables pour notre compréhension du passé et du futur dans des domaines tels que la science, la technologie et la préservation culturelle. Les archéologues et les historiens peuvent acquérir des informations précieuses sur la vie des personnes qui ont habité la région au fil des siècles, remettant en question les récits historiques existants et apportant un nouvel éclairage sur l'interaction complexe des cultures, du commerce et de la politique qui ont façonné le bassin du Nil et ses habitants. Il existe également un potentiel d'inspiration pour l'innovation dans divers domaines scientifiques et technologiques, tels que l'étude des anciens systèmes de gestion de l'eau qui pourraient être appliqués aux défis contemporains, ainsi que de nouvelles techniques de construction respectueuses de l'environnement pour l'architecture et l'ingénierie. Les nouvelles découvertes dans le Nil ont un impact mondial majeur. Ils permettent une meilleure compréhension de l'histoire et de la culture de la région et peuvent inspirer des solutions innovantes pour l'avenir. Les résultats peuvent également stimuler le tourisme, soutenir l'économie locale et la conservation. De plus, la collaboration internationale des chercheurs peut favoriser l'échange de connaissances et l'avancement des connaissances scientifiques. La prise de conscience mondiale de l'importance de préserver le patrimoine culturel peut également augmenter. En bref, ces résultats remettent en question les perceptions du passé, inspirent l'innovation et mettent en avant l'importance de préserver notre patrimoine culturel commun. Les découvertes surprenantes sous le lit du Nil ont un impact mondial qui couvre des questions telles que la préservation culturelle, le développement durable et la collaboration internationale. La région du Nil est confrontée à des défis urgents, notamment des pénuries d'eau dues à l'assèchement du fleuve. Pour résoudre ce problème, les gouvernements, les organisations internationales et les communautés locales doivent travailler ensemble pour développer des solutions innovantes et durables, telles que l'investissement dans des technologies permettant d'économiser l'eau et l'exploration de sources d'eau alternatives.
La coopération entre les pays riverains sera essentielle pour garantir un accès équitable aux ressources en eau et développer une vision commune pour l'avenir du Nil. Le déclin du Nil présente des défis et des opportunités pour la région. La pénurie d'eau nécessite des solutions durables et l'adoption de pratiques agricoles résilientes au climat. Les découvertes archéologiques peuvent stimuler le tourisme et générer des emplois. En outre, la région peut tirer parti des connaissances acquises pour faire progresser la science et la technologie. La coopération régionale et la promotion de la compréhension interculturelle sont essentielles pour un avenir prospère et durable. L'évolution de la région du Nil démontre la résilience et l'ingéniosité humaine.